Au début des années 50, la poliomyélite frappe encore des centaines de milliers d'enfants et d'adultes. It's the pride of Ohio, a marching band. And in the little town of Wapakoneta, the high school band marches with a purpose, to meet a member who waits quietly inside this house. Inside this iron lung, Caro Hicks. Sharon Stern a été atteinte à l'âge de 9 ans et reste paralysée depuis. Ça fait très peur à un enfant de soudain ne plus faire partie de ce monde dans lequel vous avez grandi. Et d'un coup, le monde s'écroule. Ce monde-là s'écroulait. Je n'étais plus rien, vous comprenez? Et sans doute, dans cet endroit étrange, avec ces gens bizarres, j'avais perdu le contrôle de mon corps et de ma respiration. Alors, je me sentais comme quelqu'un qui aurait pris des ciseaux et qui aurait coupé le film, vous voyez, et qui le collerait à autre chose. D'un coup, c'était un autre monde. Allier la science et la technique au service de la vie. Voilà l'ambition des savants du XXe siècle. L'offensive contre les maladies microbiennes a commencé bien avant avec les travaux de Pasteur et de Roux. Mais il s'agissait d'abord à cette époque de contenir la mortalité. Désormais, les savants affichent une autre ambition. Il faut puiser dans les progrès de tous ordres les moyens de vivre heureux. La guerre, avec ses millions de blessés, permet d'accélérer la recherche médicale. Autant que l'approvisionnement, la médecine fait partie de l'effort de guerre. From a Canadian factory comes the story of production of one of the greatest of modern discoveries in medicine, penicillin. Penicillin is mass-produced, and it is going out in quantity to the fighting front to reduce the danger of infection by germs in wounds. Thousands of lives have been saved by this drug. It is one of the things that have made this war slightly less hideous than was expected. La pénicilline est découverte au tournant des années 30. Il faut la guerre pour qu'on envisage de passer à la fabrication en série. D'autant que le médicament fait merveille, notamment lors du débarquement. Le docteur James Lewis accompagne les troupes américaines et se trouve confronté à de terribles blessures. J'ai vu un parachutiste avec un grand trou à la poitrine. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je devais soigner de grosses blessures à l'abdomen, à la poitrine, des amputations, des blessures à la tête, ce genre de choses où le risque d'infection était énorme. Grâce à la pénicilline, quantité de blessés sont sauvés, alors qu'ils n'auraient eu aucune chance d'échapper à l'infection. Gangrene, from which millions have perished in past wars, has been conquered by the miracle of penicillin. Scientists are manufacturing this wonder drug in enormous quantities to meet the demands of the Allied armies on every front. J'ai eu un blessé qui avait été touché par un obus qui avait ouvert sa cuisse et avait laissé entrer du fumier dedans. Il avait fallu nettoyer au pinceau. Ça pouvait augurer de terribles infections et je pense que la pénicilline a joué un grand rôle. C'était un médicament miracle. Thousands of men, thanks to penicillin and plasma, will come home to their thankful families. The whole world of peace to come will reap the benefits of this great wartime medical discovery. Science has won another victory over death. Après son adoption par les populations militaires, la pénicilline devient le médicament à tout faire, surtout parmi une population civile qui est exposée à la pénurie, à la famine et au manque d'hygiène. In biblical days, his name was Pestilence.
His modern name is epidemic disease. His shadow is in the sewer waters of 1,000 towns. These people slake their thirst with typhoid fever and dysentery, with infectious jaundice, and possibly with infantile paralysis. A wave of tuberculosis which spread over Europe with the German armies could not be stopped without food, shelter, and sanitation. L'impératif d'après-guerre est de faire face à l'urgence que représentent les risques d'épidémie. On utilise alors tous les médicaments mis au point depuis 10 ans, notamment la pénicilline et le DDT. Mais cela ne constitue pas la seule exigence des populations en matière de santé. Les gouvernements s'engagent à organiser une protection sociale généralisée. Les Britanniques, qui ont été les précurseurs à la suite du rapport Beveridge de 1942, sont bientôt imités dans toute l'Europe. La logique de la solidarité s'impose, celle de l'égalité s'esquisse. Il y a eu un moment, un sentiment de solidarité extraordinaire. Et la sécurité sociale, c'était vraiment l'expression de ça. La sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens, ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement un accès aux soins qui s'est généralisé, et ça a certainement été un élément important de la victoire sur les maladies infectieuses. En une décennie, la France parvient à protéger ses citoyens contre ce qui apparaissait comme les 3 risques majeurs de l'existence, la maladie, l'accident, la vieillesse. Mieux, elle offre l'accès au progrès de la médecine à tous. Cela incite en retour chercheurs et laboratoires à multiplier les essais thérapeutiques. La priorité du moment est donnée à la lutte contre la tuberculose. En 1939, cette maladie est la première tueuse d'Europe. Et elle frappe indistinctement les pauvres comme les riches. Les tuberculeux ici, pulmonaires ou osseux, sont préparés pendant leur traitement à la reprise de leur activité après leur guérison. De vastes campagnes de dépistage sont organisées. A big ceremony in St. George's Square opens Glasgow's 5-week campaign against tuberculosis. "37 mobile X-ray units, the biggest fleet ever gathered together, have converged on Glasgow from all parts of the British Isles. This help from over the border is very welcome, for Glasgow has the highest tuberculosis rate in Western Europe, and nothing short of all-out medical war will conquer the terrible disease." Même si on savait reconnaître la maladie grâce aux rayons X, on n'a pas de remède et guère de traitement. Dans les quartiers est de Londres, Marjorie Cave est touchée par la maladie après plusieurs membres de sa famille. Ça nous faisait très peur. On était terrifiés à l'idée de l'attraper. Ma mère était très malade et je l'avais vue avoir des hémorragies, des crises sans pouvoir respirer, des crises de toux dans la nuit. Et c'était très inquiétant. Et vous sentiez que c'était bientôt la fin. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était la tuberculose, mais ça avait l'air d'être ça. Et une fois qu'elle est morte, j'ai appris que c'était bien la tuberculose. Et puis je me suis vue maigrir, devenir pâle, avoir des troubles respiratoires et tousser. Et je me suis dit, c'est ça, je suis la prochaine. Et j'avais raison. La seule médication est alors le repos pour lutter contre l'affection. Et puis les perspectives étaient très décourageantes en cas de survie. Ils pensaient que je ne tiendrais pas 3 mois. Ce n'était plus un problème vraiment pour nous de vivre et de travailler. Pour la convalescence, c'est l'envoi au sanatorium, coupé du monde parfois pour longtemps. Ce sont des tuberculeux qui vont vivre dans ce village durant des années pour sauver leurs poumons. À heure fixe, allongés sur les terrasses, les malades attendent de la montagne le miracle de l'air pur. Les résultats sont maigres. On n'a qu'une chance sur 5 de s'en sortir. En désespoir de cause,
on recourt à la chirurgie. Une des pratiques courantes consiste à enlever sous anesthésie locale plusieurs côtes pour diminuer la pression sur les poumons. Les Ellis a bénéficié de ce pneumothorax. Il y avait un docteur qui vous tenait la main, vous étiez couché, et bien sûr, vous étiez attaché. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que le docteur Murphy tenait ma main aussi haut que possible de façon à ce que l'on puisse atteindre mes côtes. Maintenant, tu vas entendre un craquement, a-t-il dit. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste le bruit de la côte. Et j'ai entendu crac comme si on cassait un morceau de bois. Et ça a continué jusqu'à ce qu'il retire l'autre bout de la côte. Ça allait si tu ne riais pas. On était 2 ou 3 à se faire opérer et on essayait de se faire rire mutuellement. C'était un peu cruel. Mesdames, messieurs, de toutes les maladies qui frappent les hommes, la tuberculose est celle qui fait le plus de ravages. La mise au point du BCG par des savants de l'Institut Pasteur marque la première victoire sur la maladie. En 1954, l'heure de l'antibiotique est arrivée. La guérison devient envisageable. Quand est-ce qu'elle commence à diminuer la tuberculose? Elle commence à diminuer parce que, par exemple, dans mon village, on fait des bains-douches, on amène l'eau dans les maisons, on construit des lavoirs, on fait tout à l'égout, on supprime les jets d'ordures et on vaccine tout le monde. Et à ce moment-là, ça va de mieux en mieux, la santé des gens sur ce plan. En 5 ans, le nombre de décès causés par la tuberculose tombe de moitié dans les pays développés. La tuberculose va, en moins d'une décennie, être éradiquée dans les pays riches. Dès lors, tous les efforts médicaux se reportent contre la polio, l'autre grande maladie infectieuse, celle qui fait toujours peur. My name is Virus Poliomyelitis. I consider myself quite an artist, a sort of sculptor. I specialize in grotesques, twisting and deforming human bodies. That's why I'm called the Crippler. You've never seen me, but I'm sure you've seen my shadow. Comme on suppose que le virus se transmet par l'eau, on ferme les piscines en été. Les bonnes volontés sont sollicitées dans de grandes campagnes destinées à lever des fonds. Des hommes politiques de premier plan y participent. Ainsi, on a pu voir Richard Nixon, alors vice-président, laver des pare-brises pour la bonne cause. Your faith in medical science and the unending fight against disease have helped bring about the newest miracle, the Salk anti-polio vaccine, which theoretically could lead to 100% protection. Les premiers tests se révèlent vite concluants. On décide de vacciner tous les enfants américains. Mais la production, comme les réserves disponibles, sont encore insuffisantes. Mon père a appelé son docteur. Il n'en avait pas assez pour tous ses patients. Il n'en avait que quelques-uns. Deborah Runkle, âgée de 8 ans, habitait Minneapolis. Mon père a dit « Pique mon enfant, ma douce enfant. Faites en sorte que mon enfant en ait un. » Et je me souviens qu'il l'a eu. Nous l'avons eu. Il nous en a mis de côté. Et nous sommes allés nous faire vacciner. Et c'était fini. Tout ce tracas, il n'y avait plus de polio, plus de soucis. The President expresses the heartfelt thanks of 164 million Americans. A true benefactor of mankind, Dr. Salk tells the nation, I gladly accept this recognition of what each of us has contributed, and I hope that we may have the opportunity to see again in our lifetime the beginning of the end of other fears that plague mankind. Les succès de la médecine et les progrès de la prévention laissent imaginer une victoire définitive sur la maladie.
Une vieillesse heureuse et en bonne santé ne semble plus un rêve accessible aux plus riches. Les corps ne se cachent plus, ils s'entretiennent, ils se montrent, ils séduisent. En ces années 60, cet optimisme reste le privilège des pays industrialisés. Mais les Occidentaux sont déjà des modèles qu'on cherche à imiter. Dans les pays sous-développés, les conditions sanitaires ont peu ou pas changé depuis des siècles. En Inde, les épidémies continuent à faire des dizaines de milliers de victimes. Teju Raghuveer vivait dans un village de l'Uttar Pradesh. À cette époque, il n'y avait pas de docteur, d'hôpital ou même d'herboriste près du village. On devait se démener pour mettre la main sur l'herboriste, mais le temps qu'on le ramène, le patient était déjà mort. Les varioles, rougeoles, choléra, peste, grippe, c'étaient des maladies mortelles. Dans ces pays, la variole est la maladie la plus redoutée. On guette l'apparition des pustules avec appréhension. Chaque année, 2,5 millions de victimes paient leur tribut à la maladie. Et une partie des malades survivants reste aveugle. J'ai eu une si violente attaque de variole que mes yeux sont restés fermés 8 jours. Je n'arrivais pas à les ouvrir. Seule la volonté de Dieu aurait pu y arriver. Quand finalement la variole s'estompa, l'eau suintait tellement des pustules que je pouvais l'essuyer sur mes membres. Puis, la surface de ma peau commença à peler. Comme aucun traitement n'est disponible, la seule solution, c'est de se prémunir. Et le gouvernement indien lance de grandes campagnes de vaccination. The countries that have taken up systematic mass vaccination campaigns have now completely eradicated smallpox. But in our own country, in spite of vaccination having been in vogue for more than 100 years, smallpox epidemics have been recurring in periodic cycles every 5 to 7 years, claiming a heavy toll of life. जब किसी गांव में ऐसा मेला लगता है, तब वहां के और आसपास के लोगों के जोश का ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन किसी को इस बात का कोई ख्याल नहीं होता कि ऐसी भीड़-भाड़ में संक्रामक महामारियां चुपचाप अपना शिकार खोजती हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के पथक गांव-गांव में जाकर लोगों को जानकारी कराते हैं। Mais les autorités indiennes perdent la course de vitesse avec la maladie. La démographie croît plus rapidement que les conquêtes de la vaccination. Il faut solliciter l'aide internationale. L'organisme tout désigné pour secourir les Indiens est une agence des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève. Each morning they come to work, 600 people of many nationalities. Their sole concern, the health of the world. Les experts de l'OMS centralisent les informations et dressent la carte mondiale des maladies. This is the World Health Organization broadcasting from Geneva. 12 yellow fever cases confirmed Trinidad. Influenza. 340 cases reported Paris. 3 cases reported New York. 2 await laboratory confirmation. The struggle against epidemics is a global one, for the danger of death is worldwide. C'est en 1966 que la communauté internationale se décide à engager une campagne antivariolique à l'échelle du globe. En 6 ans seulement, la maladie est pratiquement éliminée de la quasi-totalité des pays de la planète.
Il reste à mener une dernière campagne en Inde et au Bangladesh. Un jeune médecin tchèque, Bohumir Kriz, fait partie de l'équipe médicale envoyée par l'OMS. Les marchés, c'était un endroit très important pour obtenir des informations parce qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient. Et on a décelé plusieurs épidémies à ce moment-là grâce aux recherches faites sur ces marchés. Plutôt que de procéder à une vaccination systématique, les médecins agissent au cas par cas. À l'aide de photos, ils retrouvent les personnes infectées, puis vaccinent tout le monde dans un rayon de 3 km. Les mentalités traditionnelles font parfois obstacle à cette prévention. La maladie est considérée comme une chose naturelle qu'il faut accepter. De toute l'Inde, les pèlerins convergent vers Bénarès pour prier au temple de Citla Devi, la déesse de la variole. Ils comptent au moins sur sa bénédiction, sur une guérison éventuelle et sur une sanctification future. Les proches des victimes refusent souvent d'être vaccinés par superstition ou fatalisme. Aussi, le succès des campagnes de vaccination est-il fréquemment compromis. J'ai commencé à vacciner une femme. Elle était tellement furieuse qu'elle m'a craché au visage. Je n'ai pas dit un mot. Mais d'autres villageois ont été très gênés par son attitude. Et plus tard, tout le village était vacciné. Dans chaque village contaminé, on examine systématiquement les patients. On prélève des échantillons de leur croûte afin de confirmer scientifiquement le diagnostic. C'était la panique au village. Et les gens se précipitaient dans tous les sens. Puis les médecins sont arrivés pour faire des piqûres. La vaccination commençait. Les gens étaient piqués de force pour calmer la déesse. Je me souviens qu'il faisait beau et chaud quand ils sont arrivés pour la vaccination. Cette stratégie est éreintante et en même temps un combat toujours renouvelé. Dormir peu, manger à toute vitesse, travailler 18-20 heures par jour, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose que de travailler. Nous arrivions à la première éruption, nous y restions jusqu'à ce que l'épidémie soit circonscrite, et puis nous partions vers une éruption juste pour arriver à travailler, en ne faisant que nous déplacer d'un épicentre à l'autre. Les résultats apparaissent vers 1972. Les cas signalés diminuent si bien qu'en 1974, la carte de la variole ne compte plus que quelques points épars sur l'ensemble du continent. L'un des derniers refuges de la maladie est à Bihar. On met les malades atteints en quarantaine. 15 jours durant, Zafar Hussain monte la garde jour et nuit pour s'assurer que tout risque de contamination est exclu. Et voilà pourquoi je suis resté dans cette même véranda pendant 15 jours, jusqu'à ce qu'on en ait retiré la dernière croûte au dernier malade. Elle était sur sa jambe droite. On s'en est débarrassé en face de moi, comme ça j'étais sûr que l'infection ne se répandrait pas. En 1977, on fait la photo officielle des vainqueurs de la variole. Si l'Inde est sauvée, la maladie n'a pas pour autant disparu de toute la Terre, comme on le croyait. Elle ressurgit en Somalie,
là où les désordres politiques et les famines jouent à plein. Il faut repartir à zéro. Dépistage des maladies, analyse, vaccination. De surcroît, il n'y a pas en Somalie de déesse de la variole. On est en pays musulman. Beaucoup d'hommes refusent de se faire vacciner par des médecins femmes. Le docteur Chris reprend donc du service. Well, answer to fresh 410. It's interesting to see that now initially it was white inside and now it's completely dark. And this will last for some about 4 or 5 months and then it disappears. It's quite... À la fin de 1977, l'équipe de l'OMS est persuadée d'avoir isolé le dernier cas de variole dans le monde. Ali Mahalin, employé à l'hôpital local, a été contaminé par une patiente. Ali connaissait professionnellement les effets de la maladie. Il s'attendait donc à mourir. J'avais la maladie et quand j'ai entendu que l'un des enfants était mort, j'ai supposé que tous les malades allaient mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir. J'ai vraiment vu qu'on avait gagné. La peur avait disparu. Nous avons réalisé que si on faisait assez contre la maladie, on pourrait finalement la vaincre. Des festivités sont organisées pour célébrer la victoire sur la variole après 10 ans de lutte. The end of smallpox should not be viewed only as the closing of a magnificent chapter in international collaboration. It should also be seen as one of the launching platforms for our goal for health for all by the year 2000. Dans l'élan de cette victoire, l'ambition n'est plus seulement de parer au plus pressé. Le tiers-monde commence à lier politique de la santé et démographie, lutte contre la maladie et politique économique. La fatalité ou l'impuissance ne servent plus d'excuses. On ne peut pas parler d'utopie, on peut parler d'espoir, mais il faut derrière une extraordinaire volonté politique et réunir un faisceau d'éléments qui fassent que dans les pays les plus pauvres, il y ait progressivement une construction d'un système de santé, très progressivement, qu'il y ait une coopération médicale exemplaire entre les pays riches et les pays pauvres, puisqu'on est encore devant des pays qui n'ont pas de budget de santé, pour qui la protection de la santé de leur population n'est pas du tout une priorité. Donc tout ça, ces différents éléments, ont fait qu'aujourd'hui on est très très loin du compte. Les pays pauvres commencent à bénéficier des résultats du progrès scientifique et médical. Ce n'est plus la maladie qui règle l'équilibre entre les générations. Ainsi, en Afrique centrale, l'écart se creuse sans cesse entre une natalité explosive et une mortalité qui commence à être disciplinée. On sait aujourd'hui faire naître des enfants sans risque majeur, mais leurs chances de trouver un emploi, voire de se nourrir suffisamment, ont été divisées par 2. Pourtant, la logique nataliste demeure prépondérante, car les familles, comme les États, la considèrent comme une chance économique. Il n'est pas rare alors que la famine réapparaisse. Ainsi en Chine, où il faut nourrir une population qui augmente de 20 millions par an. Les familles nombreuses étaient la règle dans la Chine traditionnelle. On comptait souvent 4 enfants ou plus chez les paysans.
le parti impose la limitation des naissances pour sauvegarder la croissance économique. Il décide même de limiter à un seul enfant la taille idéale des familles communistes. Amendes, pression et propagande conjuguent leurs effets. Les Chinois poussent la logique du contrôle démographique à son maximum. Les pays sous-développés les plus peuplés adoptent cette logique. 55,000 babies are born in India every day. 2 births every 3 seconds, straining our resources of food, shelter, clothing, employment and welfare. Depuis l'indépendance en 1947, la population indienne a plus que doublé en 30 ans, pour atteindre 750 millions d'habitants. Family planning is an accepted official policy in India. But our programs will not succeed if it remains only an official program. Pour convaincre les populations, le gouvernement recourt au symbole de l'éléphant, dont la sagesse proverbiale est censée inciter les Indiens à la tempérance démographique. Family planning is truly a people's program. Its success rests on individual citizens. They have to be approached, persuaded, prompted and helped to practice family planning. After a speech in favor of family planning, the governor commissioned Lal Tikon to go and spread the word throughout the rest of India. In return, she presented His Excellency with a packet of condoms, as she'll be doing to her friends for the next half-century or so. Then, Lal Tikon moved off on her mission to the other 560,000 villages of India. La campagne antinataliste a des résultats médiocres. Les paysans sont attachés à l'idée de familles nombreuses et réticents devant des mots d'ordre qu'ils comprennent mal. J'ai eu 14 enfants. 2 d'entre eux sont morts à la naissance. 2 autres n'ont survécu qu'une nuit. Ils sont morts du tétanos. On avait beaucoup d'enfants parce qu'en n'en ayant qu'un ou 2, on ne savait pas combien il en survivrait. En Inde comme ailleurs, les enfants demeurent un signe de bonne fortune divine, de prestige et aussi source de revenus. Vous avez beaucoup d'enfants parce que, supposez que vous en ayez 4 et que chacun gagne un penny. Eh bien, vous aurez 4 pence. Et puis, ils vous aident à la ferme. Vous en avez 2, c'est bien comme ça. Tel est le slogan de la campagne de contraception. Les actualités télévisées orchestrent les résultats du Dr Pai, le spécialiste de la stérilisation masculine à Bombay. I tell you, I have done in Bombay 650,000 sterilizations during the last 10 years. I'm the champion of champions. During this year, I have done 64,000. And believe me, I'm a very honest, objective scientist. La vasectomie présente l'avantage d'être peu coûteuse et rapide. Parmi les volontaires dûment rémunérés par le gouvernement, Vishnu Ogale. Quand j'ai décidé de me faire opérer, nous avions déjà 4 filles. Nous avons décidé que nous devions le faire pour pouvoir nous occuper de celles-ci et les élever correctement. Et pour cela, nous étions d'accord. À l'époque, nous n'avions pas d'eau du robinet à la maison. Ma femme supportait de lourds travaux domestiques. Elle devait aller chercher 40 ou 50 seaux d'eau par jour et elle est tombée malade. C'était plus simple pour moi que pour ma femme, donc nous avons décidé que ce serait mieux si je me faisais opérer.
Devant les protestations masculines qui considèrent l'opération comme une humiliation, il faut suspendre la campagne de vasectomie. Au demeurant, l'enjeu de cette campagne est mineur comparé aux menaces que fait peser l'absence d'hygiène. L'eau polluée est en effet le premier vecteur de propagation des épidémies, le choléra, la typhoïde. La même eau sert à tous les usages, depuis l'alimentation des animaux et des bébés jusqu'à l'évacuation des déchets et le nettoyage des maisons. Les organisations internationales vont à la fois apprendre l'usage de l'eau aux populations et financer l'équipement hydraulique permettant d'obtenir une eau propre. Le montant de ce programme, baptisé Eau pure, s'élève à 35 milliards de dollars sur 10 ans. It is now my privilege to declare this hand pump open and pray that those who live around here may make the maximum benefit from this water and protect it so that it's not contaminated. And now pump out water. On explique aux villageois comment chercher l'eau en profondeur, installer des pompes manuelles et des toilettes rudimentaires. Les problèmes de l'Amérique latine sont voisins de ceux de l'Afrique ou de ceux de l'Inde, essentiellement en raison de l'afflux massif de population dans les villes qui ne peuvent résorber l'accumulation des ordures et évacuer les eaux usées. Les structures et les habitudes d'hygiène ne sont pas adaptées. Pour des milliers de gens, la rivière sert à la fois d'égout et de point d'eau. Difficile dans ces conditions de lutter contre la propagation des maladies. En 1991, le Pérou est touché par une grave épidémie de choléra. In the mountain town of Cajamarca, Peru, funeral processions pass each other in the street. The priest cannot attend each one. A man offers prayers at his wife's grave while their children weep. Les pertes sont considérables, d'autant que les paysans meurent rapidement, car on ne sait ni discerner ni soigner à temps la maladie. Ce fut le cas de José Rudas. Sa veuve n'a jamais compris ce qui lui est arrivé. Son estomac le faisait souffrir, sa tête aussi. Il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas bouger. Il ne me parlait pas. Il ne me disait pas de rester avec les enfants. Rien. Il ne disait pas un mot. Même son âme semblait l'avoir quitté. Mon fils gardait espoir dans le fait que nous allions l'emmener à l'hôpital. Nous pensions qu'il irait mieux, mais ça n'a pas été le cas. Nous l'avons ramené mort. La coutume locale consistant à veiller le mort pendant 3 jours est le meilleur agent de propagation de la maladie. La veille du mort continuait jusqu'à ce que je leur dise de l'enterrer ou bien j'appelais la police. Ils m'ont ignoré. Ils ont continué à veiller en mâchant de la coca avec du citron et des herbes. Et ils priaient, ils chantaient. Et tout d'un coup, à 3 heures du matin, le mort a explosé. La crotte et les intestins jaillissaient sur l'assistance. Et à 7 heures du matin, environ 80% d'entre eux avaient le choléra. C'était épouvantable.
Au moins pouvait-on espérer éradiquer ces maladies traditionnelles puisqu'on savait les combattre. Mais au milieu des années 80, surgit en Afrique un fléau inconnu, le sida, qui réveille les épouvantes ancestrales. L'état d'esprit des populations rappelle les comportements médiévaux à l'égard de la peste noire. On n'hésite pas à personnifier le mal et à le mettre en scène, comme on organisait jadis des cérémonies expiatoires. I'm still having some strength, and it is good that these days people overcrowd. That is an advantage to me because I attack so many, and a good number have been hospitalized because of me. Les priorités des agences internationales demeurent pendant plusieurs années les maladies répertoriées. Another one is UNICEF, which I hear imported a number of vaccines to kill us all. Médecins et institutions se sentent impuissants contre le sida, dont aucune thérapie n'arrête l'expansion. You all know me. I'm Mr. Vaccine. Invite me to your board. Campaign for immunization. Campaign for immunization. I came to stay. I can't be shaken anyhow by these medical people. I'm impossible. You can't kill me. I'm impossible. You can't kill me. I'm impossible. You can't kill me. Can't kill me. Can't kill me. Can't kill me. En Afrique, le sida se propage le long des grands axes. La contamination se répand notamment par les chauffeurs routiers qui fréquentent les prostituées. Le tout sur fond de liberté des mœurs. En moins de 5 ans, l'épidémie ravage le centre de l'Afrique, d'autant plus vite que règne un silence officiel sur le sujet. Au Kenya, les services médicaux ne peuvent que constater leur impuissance. Même le docteur ne savait pas comment me dire que j'étais séropositif. Alors quelqu'un me l'a dit, un cuisinier dans un hôpital, et ça m'a mis dans un état... J'étais très choqué. Les membres de ma famille ont été contaminés. Mon proche entourage. J'ai été contaminé et quelqu'un est mort. Un cousin est mort de ça. Et ça a aussi provoqué beaucoup de problèmes, parce que la plupart de ses proches ont laissé des enfants qui sont désormais orphelins. Maintenant, ce sont les anciens qui s'en occupent, les grands-parents, vous voyez? Et en fait, c'est devenu un gros problème, non seulement dans ma famille, mais dans notre société tout entière. Les autorités essaient de mettre en garde les populations par le biais de campagnes publicitaires. On montre aux jeunes Africains un film dans lequel, au moment où un couple s'apprête à faire l'amour, un ange apporte des préservatifs. La sodomie, c'est comme... Le même message préventif est repris de manière systématique en Occident. C'est seulement à partir de 1986 que celui-ci prend conscience qu'il est menacé par l'épidémie. Dus, vrij verstandig. Voorkom AIDS. Il court, le sida. Une nouvelle rencontre, c'est troublant. Mais ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Pourtant, on le sait, le sida est une maladie qu'on peut éviter. Il ne s'attrape que par les relations sexuelles et par le sang. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux, le préservatif. Il est passé par ici. Il ne passera pas par nous. À la fin des années 80, le sida devient la question centrale, non seulement des politiques de santé, mais de l'avenir de l'espèce. Question de vie ou de mort pour l'humanité.
Devant la lenteur des pouvoirs publics et l'indifférence au début de l'opinion qui ne se sent pas encore concernée, les homosexuels, population d'abord la plus touchée, se mobilisent parfois de manière provocante pour exiger des crédits, des recherches et des résultats. J'ai connu des maladies vénériennes auparavant. J'avais toujours trouvé la bonne pilule pour me guérir. Mon expérience était de dire qu'on pouvait guérir de presque tout ce qu'on peut attraper. Comme la plupart des gens que je sais malades, j'étais complètement détruit. Beaucoup de gens ont perdu espoir, beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont morts. Et maintenant, je ne sais pas si la science arrivera à vaincre le sida à temps. Pour moi et pour mes amis, franchement, j'en doute. Frankly, I doubt it. Dans les années 80, parallèlement au sida, une des conséquences de la crise économique des pays riches est la réapparition des maladies contagieuses qu'on croyait disparues, telle la tuberculose. On s'enfonce progressivement dans la crise dehors, donc crise aussi dedans, hein. Donc dépression, état dépressif, enfin, dépression psychique, mentale, affective, et donc dépression physique. On ne voit pas pourquoi on serait en pleine forme physiquement et complètement déprimé. Donc, place pour une nouvelle épidémie. On peut trouver un parallélisme entre la dégradation de la situation économique et sociale et la qualité de l'accès aux soins, les possibilités d'accès aux soins des gens, leurs conditions de vie, leurs conditions d'hygiène, d'alimentation, de suivi médical. Dans les centres dont nous nous occupons à Médecins du Monde, qui sont des centres de soins gratuits, de plus en plus de cas de tuberculose sont diagnostiqués. Comme ces patients ont tendance à nier le problème de santé, ils consultent avec retard. Ces gens-là vivant dans des conditions relativement précaires, de promiscuité et d'hygiène, et qui sont contagieux, vont être source de dissémination de la maladie et expliquent cette recrudescence en termes quantitatifs de la tuberculose en France. Certes, les années 80 ont dissipé l'utopie médicale, où l'on prétendait tout soigner et à bas prix, mais il reste l'essentiel. Malgré la résurgence des peurs médicales, le bilan du siècle demeure largement positif. Partout dans le monde, la moyenne d'espérance de vie a gagné 20 ans. À quelques exceptions près, comme la Russie, la courbe démographique n'a cessé de progresser. Jamais l'humanité n'aurait imaginé autant de centenaires et en aussi bonne santé.